Au cœur de l'Écosse, dans les Highlands, se trouve un lac célèbre dans le monde entier, le Loch Ness. Depuis 1500 ans, une légende dit que ces eaux sombres sont le domaine d'un monstre. Au cours du XXe siècle, 1 millier de personnes l'auraient aperçu. Mon instinct me dit que l'immense majorité des témoins sont sincères. Il y a des photos troublantes et des relevés sonars inexpliqués. C'est bien visible, les contours sont nets. C'est un point d'interrogation. Ce n'est pas une erreur. Est-ce un monstre, une hallucination collective ou une créature non identifiée? Une étude approfondie des témoignages livre des révélations sur ce phénomène. C'est la clé pour comprendre l'histoire du Loch Ness. Ce qui se cache peut-être au fond du lac est devenu une obsession planétaire. Depuis plusieurs siècles, certains prétendent qu'un monstre hante le Loch Ness. Surnommé Nessie, il parviendrait à vivre dans un milieu inhospitalier. Il déjoue toutes les tentatives d'explication. J'ai attrapé le virus Nessie, je dois l'avouer. Gordon Holmes est un ingénieur à la retraite. Il a passé plus de 10 ans à le traquer. Il a longtemps scruté le lac pendant la journée, jusqu'à ce qu'il se dise que Nessie était peut-être nocturne. Il n'y a aucune raison pour que Nessie ait des horaires réguliers. C'est peut-être un monstre qui sort se promener de 22h à 6h du matin. Personne ne le sait, donc ça mérite une enquête. Gordon observe le Loch Ness dans l'espoir d'apercevoir Nessie. Il pense l'avoir déjà vue, un soir, remonter brièvement à la surface. J'ai vu une forme avancer vers moi, à 200 mètres. Elle était très aérodynamique. Je ne sais toujours pas ce que j'ai vu ce soir du 26 mai 2007. Il faut remonter au VIe siècle pour trouver la première référence à un monstre, quand Saint Colomba, qui a réintroduit le christianisme en Écosse, aurait sauvé un homme de ses mâchoires. Depuis, de nombreux témoins parlent d'une créature non identifiée. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Il est sorti et il a replongé. Une demi-seconde avant, je n'y croyais pas. Une demi-seconde après, j'y croyais. La légende a-t-elle un fond de vérité ? Malgré près d'1 siècle d'études, le Loch Ness n'a pas livré son secret. Aujourd'hui, une nouvelle enquête scientifique est lancée, sous la direction de Charles Paxton. Mon instinct me dit que l'immense majorité des témoins sont sincères. Comme je suis scientifique, ma démarche est de comprendre ce qu'ils ont vraiment vu. Pendant 3 ans, il a décortiqué des milliers de témoignages dans l'espoir d'y trouver un indice concluant. Personne n'a jamais envisagé le phénomène du monstre du Loch Ness sous cet angle. Et c'est donc l'occasion de détecter un dénominateur commun à toutes les informations. Pour la première fois, cette analyse permet d'avoir l'éclairage d'experts issus de différentes disciplines. Une tendance se dégage immédiatement de l'étude des données. Sur ce graphique, nous avons les dates auxquelles les témoins ont vu le monstre du Loch Ness. Et on remarque le faible nombre de témoignages jusqu'à 1933. Et à partir de cette date, on a une explosion très marquée. Le pic de 1933 coïncide avec l'ouverture d'une route sur la rive nord du lac. Elle a facilité l'accès au Loch Ness, mais surtout, grâce à l'abattage des arbres au bord de l'eau, la vue sur le lac s'est dégagée. Comment expliquer le phénomène ?
J'ai ma petite idée sur ce pic brutal, mais je suis très curieux d'avoir l'interprétation de spécialistes comme Adrian Shine. Adrian Shine est naturaliste. Il étudie le Loch Ness depuis les années 70. Il y a entrepris de nombreuses études scientifiques. C'est le plus célèbre lac du monde, mais pas forcément celui qu'on connaît le mieux. Et bien sûr, c'est de là que vient le mystère. Pour percer ses secrets, il faut d'abord comprendre le loch. Le lac est situé sur la ligne de faille de Glen, qui traverse les Highlands. C'est très clair si on regarde une carte de la région. Le Loch Ness a des caractéristiques particulières. La faille est longue, rectiligne, étroite et très profonde. Le Loch Ness est immense. Il s'étend sur 39 km, mais ne fait pas plus de 2 km de large. Par endroits, il atteint 230 mètres de profondeur. Il y a de quoi créer une aura de mystère. Après tout, on est sur la terre légendaire des dragons. Regardez ce paysage avec cette eau sombre colorée par la tourbe. C'est un endroit hostile, un monde perdu. Les profondeurs du Loch Ness cachent-elles une espèce inconnue? Les monstres aquatiques sont très anciens dans le folklore des Highlands. Longtemps, le mythe d'un cheval aquatique maléfique a servi à expliquer les noyades ou à mettre en garde les enfants attirés par les rives des lacs. Les données compilées par Charles Paxton pointent du doigt l'événement qui a tout changé en juillet 1933. Ce qui est arrivé à un couple anglais, les Spicer, a remplacé l'image du cheval aquatique par celle d'une créature préhistorique. George Spicer et son épouse rentraient chez eux en voiture quand ils ont dû s'arrêter net. Devant lui, M. Spicer a vu une créature à long cou traverser la route. Elle ressemblait à un dinosaure. Cette description du monstre est un tournant. L'image folklorique du cheval aquatique disparaît au profit du mythe moderne d'un monstre à long cou. Le Loch Ness, vers qui le monde entier a les yeux tournés, serait le royaume d'un ou plusieurs monstres préhistoriques, et c'est le nouveau terrain de jeu des Gulliver modernes. Les chasseurs sont arrivés avec leur harpon, et la fièvre du Loch Ness a atteint des sommets quand le patron d'un cirque a offert une récompense à celui qui parviendrait à capturer la créature. Tout le monde est reparti bredouille. Mais en avril 1934, un chirurgien londonien déclare avoir photographié le monstre. Appelé la photo du chirurgien, ce cliché a été accueilli comme la première preuve tangible de l'existence de Nessie. Le public a exigé une explication scientifique, mais aucun animal vivant ne répondait à cette description. Le seul suspect possible avait disparu, du moins officiellement. C'était un prédateur marin de 12 mètres, avec un cou long comme la moitié de son corps. Voici un magnifique spécimen de plésiosaure. Il a été retrouvé dans une carrière d'argile en Grande-Bretagne au début du XXe siècle. Il incarne parfaitement l'image populaire du monstre du Loch Ness. Non seulement le plésiosaure correspond aux descriptions d'un animal au long cou, mais en plus, il était répandu dans les eaux chaudes et tropicales qui entouraient l'Écosse il y a 160 millions d'années. Aucun animal moderne ne ressemble au plésiosaure. Autrefois, un paléontologue l'a décrit comme la rencontre d'un serpent et d'une tortue. Il y a bien sûr la bosse sur le dos, mais ce n'est pas très caractéristique. Le plus marquant, c'est le long cou, à la fois fin et flexible. C'est le détail le plus frappant
de la photo du chirurgien, celle qui fait autorité dans le monde entier comme l'image du monstre du Loch Ness. Au début du XXe siècle, de nouvelles découvertes remettaient en cause les certitudes scientifiques et l'idée d'un dinosaure survivant a semblé plausible. En 1922, une expédition a été lancée en Patagonie sur les traces d'un plésiosaure. Aucun n'a été identifié, mais en 1977, des pêcheurs japonais ont remonté ce qui ressemblait à une carcasse de plésiosaure de 10 mètres de long. Le directeur du musée des sciences de Tokyo a décrit l'animal comme un reptile. Et un scientifique de l'université de Yokohama en a conclu qu'il restait des plésiosaures. Mais après plusieurs mois d'analyse, le verdict est tombé. C'était le corps en décomposition d'un requin pèlerin. L'idée de créatures préhistoriques encore vivantes est fascinante. Et leur présence est plus crédible dans les mondes perdus et isolés. On a le Yéti dans l'Himalaya ou le Sasquatch dans les forêts d'Amérique du Nord. Et le Loch Ness est un monde perdu parce que c'est un lac profond et sombre. Cette théorie était séduisante. Au XXe siècle, d'autres animaux préhistoriques ont refait surface alors qu'on les pensait disparus. On croyait le sélacanthe, poisson géant d'1,80 m, éteint depuis 65 millions d'années, jusqu'à ce qu'un pêcheur en capture un en 1938. Le requin grande gueule, découvert près d'Hawaï en 1976, est tellement ancien que les scientifiques ont dû créer une nouvelle famille pour le classer. On est sceptique sur l'existence de certains animaux alors qu'ils sont bien réels. On peut citer l'okapi, qui a la tête d'une antilope et l'arrière-train d'un zèbre. Ce que la science considère comme une légende repose parfois sur une réalité. Autrefois, beaucoup prenaient les poulpes géants et les kangourous pour des créatures mythologiques, jusqu'à ce qu'on prouve leur existence. On estime que 86% des espèces terrestres n'ont pas encore été identifiées. La plupart sont des insectes, mais les travaux de Charles Paxton suggèrent qu'il pourrait y avoir aussi des animaux géants parmi ces espèces non répertoriées. Je me suis d'abord intéressé à la fréquence des découvertes d'animaux marins géants de plus de 2 mètres. Au début, on en trouvait très souvent. Et puis, plus le temps a passé, moins on en a identifié de très gros. La courbe se tasse un peu, mais elle continue à grimper, ce qui laisse penser qu'il en reste encore à découvrir. Statistiquement, 10 animaux inconnus de plus de 2 mètres pourraient toujours rôder dans les mers, les océans ou les cours d'eau. Le plésiosaure du Loch Ness en fait-il partie? La photo du chirurgien semble le suggérer. La photo du chirurgien montre un long cou dressé, comme celui d'un cygne. Et c'est à cause d'elle qu'on a fait le lien entre le monstre du Loch Ness et le plésiosaure. La silhouette de la photo évoque bien un plésiosaure et correspond à la créature décrite par les Spicer. Mais une étude approfondie de l'anatomie de cet animal préhistorique révèle une faille dans cette théorie. Le problème se situe au niveau de l'articulation des vertèbres, avec cette rangée de petites bosses le long de la colonne. Si le plésiosaure baisse la tête, comme le squelette devant nous, tout va bien. Les vertèbres s'écartent. Mais s'il essaie de relever la tête et de tendre le cou, elle se bloque et empêche tout mouvement. Donc, la posture si caractéristique de la photo du chirurgien, qui est aussi décrite par les témoins, avec un long cou dressé, est justement impossible pour un plésiosaure. De plus, le Loch Ness est très froid et pauvre en poissons, ce qui contredit encore cette hypothèse.
L'un des problèmes pour le ou les monstres du Loch Ness, c'est le menu. Que vont-ils manger, surtout s'il y en a beaucoup, pour que cette population soit viable et se reproduise? Or, le loch est très peu productif. Il est cerné par des roches anciennes très dures qui font tomber très peu de minéraux dans l'eau, comme le nitrate et les phosphates, pour l'enrichir. C'est la base de la chaîne alimentaire. Les minéraux nourrissent les plantes microscopiques, qui nourrissent les animaux microscopiques, qui nourrissent les poissons, qui nourrissent les monstres s'il y en a. Que montre la photo du chirurgien? Mike Hartshorn l'a examinée. Jusqu'à récemment, je n'avais vu la photo qu'en gros plan, comme ici. Mais si on la regarde en entier, la perspective change. Et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. On se rend compte que l'objet est plus petit qu'on ne le croit et qu'il est au premier plan au lieu de paraître volumineux et éloigné. Le chirurgien Robert Wilson a dit avoir pris la photo à environ 350 mètres de distance. Mais le ratio des ondulations en surface révèle que l'angle de l'appareil photo par rapport à l'horizon est de 19 degrés. Comme l'appareil photo était à moins d'1,20 m au-dessus du lac, le monstre ne pouvait pas être à plus de 3,50 m de lui. La version officielle ne tient pas. Adrian Shine s'est penché sur la question pour déterminer la taille réelle de l'objet vu sur la photo. C'est facile de démontrer qu'il est très petit. Pour nous tromper, il suffisait de supprimer ce qui permet d'évaluer la distance. En 1993, un maquettiste dénommé Christian Sperling a reconnu qu'il s'agissait d'un canular. Avec son beau-père, il avait fixé un long coup sur un petit sous-marin et l'avait photographié près du bord avant de confier les négatifs au Dr Wilson. Voilà le monstre de la photo du chirurgien. C'est tout ce dont on a besoin du moment qu'on gomme tout ce qui donne une idée de l'échelle. Cette image fabriquée de toutes pièces a laissé une trace indélébile dans l'imaginaire collectif. La révélation de ce canular n'a pas mis fin à la légende du Loch Ness. Les témoins oculaires ont continué à se manifester. L'étude de Charles Paxton révèle qu'en 1962, il y avait déjà eu près de 700 témoignages. L'homme politique David James a alors demandé aux autorités de s'intéresser à la question et il a fondé le bureau d'enquête sur le phénomène du Loch Ness. Pendant 10 ans, le lac a été scruté en permanence par des scientifiques et des bénévoles et tous les récits des témoins ont été centralisés et étudiés. Le bureau n'a pas trouvé le monstre et a fermé ses portes en 1972. Mais ses archives restent une précieuse source d'informations. C'est une mine d'or pour ceux qui veulent étudier les descriptions du monstre du Loch Ness. Ce sont les récits de témoins oculaires. Ces documents sont passionnants parce qu'on a les mots exacts des gens eux-mêmes, écrits de leurs mains. En étudiant cette base de données, Charles Paxton a identifié des motifs récurrents dans les témoignages. Il y a de grandes différences entre les témoignages, mais aussi des points communs, qui ont été mis en lumière par notre analyse. Ce qui revient le plus souvent, c'est l'image d'une grosse bosse unique, souvent décrite comme une barque retournée. Ensuite, on a une rangée de petites bosses. Pour Adrian Shine, l'image du dos qui dépasse de l'eau renvoie à une créature mythologique. Quand on parle de bosses, ça me fait tout de suite penser à la morphologie des serpents de mer, avec un long corps sinueux. Au XVIIIe et XIXe siècle, les marins racontaient avoir croisé ces serpents géants de plusieurs dizaines de mètres. Le régalec ou ruban de mer, qui peut mesurer jusqu'à 8 mètres, est le seul poisson correspondant à cette description. Pourtant, il vit dans les profondeurs de l'océan et n'ondule pas dans l'eau.
Le monstre du Loch Ness n'est-il qu'un serpent de mer? Charles Paxton a un début de réponse. Ces bosses dépassant en surface ne sont rapportées que par temps calme. À ces moments-là, se produit un phénomène bien connu des scientifiques. Tom Davy dirige un bassin d'essai à l'université d'Édimbourg. Les vagues peuvent se combiner pour produire des formes complexes. Ça peut donner un résultat étonnant, même si c'est éphémère. Le laboratoire est équipé d'un système circulaire sophistiqué, capable de reproduire les conditions nécessaires à la formation de toutes les formes de vagues à une échelle d'1/20. Cette installation est dédiée à l'étude du comportement de l'eau dans des conditions océaniques réelles. L'expérience d'aujourd'hui sera un peu différente. Elle nous permettra de voir ce qui a pu avoir lieu sur le Loch Ness. Dans le cas du lac, la formation des vagues dépend notamment du profil géologique sous-marin. De chaque côté, les parois rocheuses verticales réfléchissent et amplifient les mouvements de l'eau. Des vagues venues de différentes directions peuvent se réunir pour en produire de très grandes. Dans le laboratoire, on détermine précisément la synchronisation et la localisation de ces vagues. Bien sûr, dans la nature, on n'aurait pas exactement ça. Mais les principes physiques sont les mêmes. La rencontre de plusieurs vagues peut donner des résultats surprenants. Il en suffit de 2 pour produire une ondulation en surface, comme le dos d'un serpent de mer. Si on a des vagues venues de directions opposées, on peut se retrouver avec un petit mur d'eau ou une rangée de bosses qui semble immobile. Ici, on a 2 vagues identiques qui se percutent à 90 degrés et quand les crêtes se combinent, cela fait une ondulation. Ce mouvement va de droite à gauche. Il pourrait apparaître sur une petite zone, là où 2 sillages de bateaux se croisent. Pour Adrian Shine, ces séries de vagues ondulantes rappellent le dos du serpent de mer décrit par les témoins. Les bosses soi-disant formées par les serpents de mer sur le Loch Ness viennent tout simplement du sillage des bateaux. Il y en a depuis 1820, mais dès lors qu'on a parlé de serpents de mer dans le lac, les gens ont pensé qu'elles étaient dues à des monstres. Il existe donc une théorie pour les monstres ondulants près de la surface. Mais des centaines d'autres témoignages restent inexpliqués. On a vu un long cou sortir de l'eau. Il y avait une tête, un cou et un grand corps qui devait faire 9 mètres de long. Toutes les pistes ont été explorées. Dans les années 60, la surface du lac a été placée sous surveillance jour et nuit sans résultat. Des témoins affirmaient toujours avoir vu un monstre dépasser de l'eau. Dans les années 70, les scientifiques ont alors décidé d'explorer les profondeurs du Loch Ness. À l'époque, Adrian Shine était déjà passionné par la question. On a utilisé des caméras sous-marines et des engins submersibles. Il y a eu toutes sortes d'initiatives, notamment pour capturer le monstre. On a construit de grandes cages et laissé des appâts pour le faire sortir de sa cachette. Un passionné a même engagé un parfumeur pour concevoir une odeur capable d'attirer le monstre. Tout ce qui pouvait être imaginé a été tenté. En 1972, on a cru avoir fait une avancée décisive. Nous sommes tellement convaincus de l'authenticité de nos preuves que nous avons alerté les autorités écossaises et britanniques pour leur demander la mise en place de mesures de conservation et de protection de l'environnement, parce qu'il s'agit de la 10e merveille du monde. Une expédition de l'Académie américaine des sciences appliquées a déclaré avoir localisé une créature ressemblant à un plésiosaure à l'aide d'une caméra sous-marine téléguidée. Sur les photos, on voyait une nageoire, une petite tête et un corps de plésiosaure. La découverte a été présentée au Parlement britannique et a fait la une des médias. Mais pour certains, elle était trop belle pour être vraie. Le Dr Hines peut-il nous assurer que ce n'est pas un canular?
Absolument. Cette nageoire de plus de 2 mètres a inspiré le nom de la nouvelle espèce, Neciteras rhombopteryx, le monstre du Ness à nageoire ovale. Aujourd'hui, des spécialistes se penchent sur la photo originale pour la retravailler. Pourtant, malgré une technologie de pointe, Mike Hartshorne ne parvient pas à un résultat aussi net que celui présenté à l'époque. Voici l'original. J'ai réduit les verts pour améliorer le contraste. Et j'ai accentué les rouges et les gris moyens pour essayer de faire ressortir une forme reconnaissable. Ensuite, j'ai retaillé l'image et je l'ai tournée, comme eux à l'époque. Et voilà ce que j'obtiens avec les meilleurs outils actuels. On est loin de distinguer une nageoire. Pour Mike, il n'y a qu'une seule explication possible. J'ai dû prendre un logiciel de retouche pour que ça ressemble à ça. Ce qui me fait penser qu'ils ont interprété l'image plus qu'ils ne l'ont retravaillée. C'est un dilemme. Quelle est la frontière entre l'amélioration et la falsification ? La polémique a repris de plus belle quand un journal anglais a fait remarquer que le nom de l'espèce, Neciteras rhombopteryx, donné par Sir Peter Scott, était l'anagramme de canular monstre de Sir Peter S. En 1989, Charles Wyckoff, l'homme qui avait retravaillé la photo d'origine, a reconnu que les contours de la nageoire n'apparaissaient pas lors de sa première analyse. Quelqu'un les a rajoutés à la photo quand elle a été rendue publique. Pour le psychologue Chris French, cet exemple montre bien à quel point notre cerveau est influençable. Il voit ce qu'il s'attend à voir. C'est une excellente illustration de la manière dont nous trouvons du sens et des formes quand nous sommes devant une image qui ne représente absolument rien. Je suis sûr que si on montrait cette photo sans donner aucune indication, personne ne répondrait que c'est le monstre du Loch Ness, parce que ça ne représente rien du tout. Notre cerveau cherche à distinguer des motifs, par exemple sur la surface de la Lune ou de Mars. Si je vous dis que c'est le monstre du Loch Ness, vous voyez la forme du monstre, dans le coin, le corps, le cou et la tête. Il y a une zone noire ici, mais votre cerveau comble cet interstice pour voir une forme continue. Si on ne donne pas le contexte, on s'aperçoit que cette image n'est pas une preuve concluante. Je dois dire que je ne suis pas convaincu. Les troncs d'arbres et les panaches de vases au fond du lac seraient une explication plus crédible. Je n'en revenais pas. Il y a eu une présentation officielle devant la Chambre des communes sur la base de photos montrant de la boue et des débris. À plusieurs reprises, on a cru avoir fait une découverte décisive, mais à chaque fois, ça a été une immense déception. L'influence de la psychologie ne s'arrête pas à l'interprétation visuelle des photos. Les témoins oculaires peuvent aussi être trompés par leur propre mémoire. Je pense que l'immense majorité de ceux qui disent avoir vu le monstre y croient dur comme fer. Mais ce n'est pas parce qu'on est sincère qu'on dit vrai, ou que la description est fidèle. Les témoignages visuels continuent d'attester l'existence de Nessie, mais il ne faut pas forcément les prendre au pied de la lettre. L'un des exemples de la fabrication de faux souvenirs, c'est le très grand nombre de New-Yorkais qui affirment avoir vu les avions s'encastrer dans les tours jumelles le 11 septembre 2001. En réalité, ils ont vu et revu les images de cette catastrophe à la télévision. Et puisqu'ils vivent à New York, ils se disent qu'ils ont des chances d'y avoir vraiment assisté. Chris et sa collègue Fiona Gabbert étudient la manière dont les faux souvenirs ont pu jouer un rôle dans la légende du Loch Ness. Aujourd'hui, nous avons fait une expérience sur la suggestibilité de notre mémoire, en prenant 2 cobayes et en leur montrant le film d'infovol à main armée. Gloria, Lucie. Mais nous n'avons pas dit aux vrais participants que la deuxième personne était l'un de nos comparses. Bonjour, Gloria. Marc. Je leur ai montré la vidéo du vol à main armée et ensuite ils ont discuté pour décrypter ce qu'ils avaient vu.
Ils ont comparé ce qu'ils avaient retenu de la séquence. Le premier avait un chapeau Ouais, et l'autre un masque avec des trous. ouais. Après 5 minutes de discussion, les vrais participants doivent raconter ce dont ils se souviennent, en donnant le plus de détails possible. Avait-il une arme? Oui, un revolver. L'un d'eux avait une arme, un revolver. Un plus grand, maigre, avec un blouson en cuir. Que faisait l'employé? Il garnissait les étagères. Les témoins sont sûrs d'eux. Et pourtant, rien de tout cela ne s'est passé. Sur la vidéo, les voleurs n'ont pas d'armes ou de blouson en cuir. Et l'employé ne garnit pas les étagères. 75% d'entre eux ont été influencés par une simple conversation de quelques minutes. Oui, il portait un blouson en cuir noir. Oui, il était noir. Qu'est-ce qu'il avait à la main? Un revolver? Oui. Le test d'aujourd'hui montre que la mémoire de la plupart des participants a été très facilement manipulée, et pas seulement sur un détail. Ils ont raconté avoir vu plusieurs choses qui n'étaient pas sur la vidéo, ce qui montre à quel point nos souvenirs sont influençables. Je crois que c'est très surprenant pour le grand public, parce que les gens ont tendance à croire que leur mémoire fonctionne comme un magnétoscope. Selon les recherches, les influences extérieures ont un impact inconscient sur notre cerveau et les informations qu'il retient. Le même fonctionnement cérébral modifie les témoignages des gens à propos du Loch Ness. Ils savent exactement à quoi le monstre est censé ressembler. Des images existent déjà dans leur cerveau, et elles sont facilement accessibles quand ils essayent d'interpréter ce qu'ils voient. C'est comme ça qu'ils fabriquent de faux souvenirs, comme nos participants. Cela met en doute la crédibilité des témoins oculaires. Pourtant, l'étude de leur récit montre qu'ils ne varient pas au fil des années. Je m'attendais à ce que plus le temps passe, plus les gens changent leur témoignage sur ce qu'ils avaient vu 30 ans plus tôt. Le monstre aurait pu être plus gros ou plus proche, mais pas du tout. Et c'est un mystère de plus à propos du monstre du Loch Ness. J'ai besoin de davantage de preuves pour être convaincu de l'existence de Nessie, même si j'ai vraiment envie d'y croire. Dans les années 80, on a décidé d'explorer la légende sous un nouvel angle. Cette fois, grâce à une technique scientifique parfaitement fiable, le sonar. Lors des décennies précédentes, de nombreux sonars avaient été utilisés pour sonder l'eau sombre du Loch Ness. Et la moitié des expéditions avaient repéré de gros objets non identifiés. S'agissait-il d'erreurs ou de la preuve de l'existence d'un monstre? À l'époque, Adrian Shine, qui travaillait sur la question depuis 10 ans, était le plus qualifié pour mener l'enquête. Comme on avait une catégorie de données inexpliquées, c'était de mon devoir de tenter d'y voir clair. Mais c'était très difficile de savoir si les objets détectés étaient en mouvement, c'est-à-dire vivants. Un sonar détecte des objets dans l'eau parce qu'ils réfléchissent les ondes sonores qu'il émet. Pourtant, les variations de température et les échos renvoyés par les parois du lac peuvent perturber les relevés, si bien qu'un seul sonar a du mal à déterminer si une cible est immobile ou non. La solution trouvée par Adrian Shine en 1987 était très ambitieuse et il espérait obtenir une réponse définitive sur la présence éventuelle d'un animal de grande taille dans le lac. Nous avons tout simplement déployé toute une flotte de sondeurs acoustiques pour faire un rideau de sonar. Les bateaux ont balayé le fond du lac d'un bout à l'autre. C'était vraiment du sérieux. Un mur acoustique a avancé dans le loch. L'opération Deep Scan a été la plus grande enquête acoustique de l'histoire du Loch Ness. Les sondeurs étaient calibrés pour détecter les objets plus gros que les poissons connus pour vivre dans le lac. Un monstre ne pouvait donc pas leur échapper. J'avais 120 personnes dans mon équipe et il y avait 326 journalistes accrédités. Le monde entier retenait son souffle. Les résultats ont été étonnants. Deep Scan a repéré 3 cibles en mouvement. D'après les conclusions des spécialistes des sonars, elles étaient plus petites qu'une baleine, mais plus grosses qu'un requin.
Bien sûr, la question est, qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée. Cela ne signifie pas qu'il s'agit de plusieurs monstres du Loch Ness, juste que je ne sais pas ce que c'est. La question reste en suspens. En 2006, une autre théorie a fait surface quand l'historien Albert Jack a avancé une nouvelle explication pour l'explosion du nombre de témoignages en 1933 et 1934, mise en évidence par l'étude statistique de Charles Paxton. Albert Jack pense avoir identifié la créature exotique qui hantait le Loch Ness. Il se rend dans un parc animalier britannique pour la rencontrer. Dans la vie, on a l'histoire officielle avec les rois, les reines, les guerres, les châteaux, la peste noire et tout ce qu'on apprend à l'école. Mais il y a aussi une autre facette, les mythes et légendes et la vérité qui se cache derrière. C'est la première fois que j'ai la chance d'explorer mes théories sur le monstre du Loch Ness. Et j'espère vérifier que j'ai raison. Il doit y avoir une explication biologique encore inconnue pour toutes les données scientifiques. Je parle notamment du fait que le Loch Ness a été sondé de nombreuses fois, mais qu'on n'a jamais retrouvé d'ossements, de dents, de griffes, de peau ou de poils. Rien qui puisse être testé génétiquement pour prouver que c'est une nouvelle espèce. Albert Jack pense que le monstre observé par de nombreux témoins oculaires est en réalité une créature exotique qui n'a rien à faire dans un lac écossais. Et il suffit de relire les témoignages de l'époque. Regardez comme ils sont beaux. On voit bien que leur peau correspond à de nombreuses descriptions du monstre du Loch Ness datant des années 30 et 40. Si vous êtes à 500 mètres et qu'il fait sombre, parce que le soleil est en train de se coucher, vous pouvez vous tromper. Comment un éléphant aurait-il pu se retrouver dans un lac écossais? Pour Albert Jack, le responsable serait Bertram Mills, célèbre homme de spectacle des années 30. Bertram Mills était un patron de cirque très connu. Et j'ai retrouvé la trace de son cirque à Inverness, à l'époque de l'ouverture de la route le long du Loch Ness. Et bien sûr, ça a coïncidé avec une recrudescence de témoignages. Mills a été le premier à présenter des éléphants en Écosse. Il s'est aussi passionné pour la légende de Nessie, au point d'offrir une très grosse récompense à celui qui l'attraperait. Pour certains, il savait qu'il ne prenait aucun risque. On sait qu'en 1933 et 1934, il y avait des éléphants à Inverness, à cause de la présence du cirque. Et on a la preuve que Mills les faisait se baigner dans le Loch Ness. Les journaux de l'époque ont publié des photos et des articles sur ces animaux de cirque se baignant dans le lac. On n'a pas la preuve que des éléphants en faisaient partie, mais l'événement a été filmé et photographié ailleurs, dans la mer à Blackpool ou dans un fleuve à Leamington Spa. Le dos, la trompe, la peau sombre et la taille des éléphants rappellent les descriptions des témoins. Ont-ils pu confondre un animal exotique avec un monstre? La conjugaison de ces facteurs crée un mythe qui n'a fait que grandir depuis, pour partir dans différentes directions. Et tout a commencé à ce moment-là. Cette théorie a quelques lacunes. Les baignades d'éléphants ne se faisaient pas en secret. Au contraire, les médias étaient conviés parce que c'était des opérations publicitaires. De plus, les témoignages ne sont pas apparus en 1933. Il y en avait déjà depuis plusieurs siècles. Mais ceux des années 30 ont pu donner naissance au mythe moderne de Nessie. La légende continue, et si de nouveaux détails surgissent, il faut les déchiffrer. En 2007, un nouvel élément est apparu. Gordon Holmes s'est lancé depuis des années sur les traces du monstre, et sa persévérance a fini par payer le 26 mai 2007, quand il a filmé des images exceptionnelles. J'ai vu quelque chose venir vers moi à environ 200 mètres d'ici. J'ai zoomé et réalisé que c'était une forme très aérodynamique. Elle était à 30 ou 60 cm au-dessus de l'eau, mais elle avançait tellement vite qu'elle était recouverte par son sillage. Ce n'était pas un éléphant, ni le sillage d'un bateau ou une image retouchée, mais l'une des vidéos les plus convaincantes jamais enregistrées. Mike Hartshorne a tenté de la décrypter.
J'ai stabilisé l'image, ce qui m'a permis de mieux voir comment cet objet bougeait. Il est sombre et avance à contre-courant. Il est de bonne taille et n'est pas porté par l'eau. Il nage. La vidéo réserve une autre surprise qui pourrait expliquer certains témoignages des années 30. Si on regarde de près, en arrière-plan, on distingue une seconde traînée. Je vais entourer les deux pour que ce soit plus clair. Voilà. Si c'est bien ici, il a un copain. L'étude statistique des données a montré qu'en moyenne, la taille rapportée par les témoins était 5 mètres. Mais les plus grandes espèces animales vivant dans le lac sont les loutres et les ombles chevaliers. Adrian Shine rappelle l'une des caractéristiques du Loch Ness que l'on oublie trop souvent et qui pourrait être une piste. Les gens croient que le Loch Ness est un lac fermé, mais en réalité, il est relié à la mer par la Ness, un fleuve de 11 km. Une créature géante venue des profondeurs marines aurait pu se frayer un chemin jusqu'au lac. Mais Adrian Shine imagine plutôt un animal plus familier. En 1985, on a eu la preuve que des phoques étaient arrivés jusqu'au Loch Ness. On a vu un phoque commun dans le lac. Il a été photographié. Depuis, on a aperçu plusieurs fois des phoques gris ou communs en train de nager dans le lac. Les phoques se nourrissent de saumon et peuvent les suivre dans le Loch Ness quand ils viennent pondre. Cela pourrait expliquer certains témoignages, notamment les descriptions d'une seule bosse dépassant de l'eau. Certains ont raconté avoir vu une tête comme celle d'un labrador. Ça ressemble au phoque commun. D'autres ont même affirmé que le monstre était sur la rive ou se traînait au sol pour traverser la route la nuit. Gordon Holmes a peut-être simplement filmé 2 phoques. En tout cas, il ne rejette pas cette idée. Certains ont dit que c'était peut-être un phoque. 1 ou 2 ans après le jour où j'ai fait la vidéo, on en a vu 2 nager dans le lac. Donc, ça fait planer le doute. Holmes n'est peut-être pas le premier à confondre Nessie avec des phoques. La même méprise a pu se produire dans les années 30. Cela pourrait être des phoques. Il y en avait sans doute déjà en 1934. Certains ont vu des phoques à la même époque que les témoignages parlant d'un monstre. L'idée d'une connexion marine pour le monstre du Loch Ness est tentante pour ceux qui accordent de la crédibilité aux témoins oculaires. Si on parle de gros animaux qui n'ont rien à faire dans le lac, effectivement, ça peut être des phoques. Les phoques, les éléphants et le sillage de bateaux pourraient avoir alimenté le phénomène, mais ils ne racontent qu'une partie de l'histoire. Pour percer le mystère du Loch Ness, il faut sans doute poursuivre l'enquête ailleurs, pas dans les eaux sombres du lac, mais dans les profondeurs de notre subconscient. Ça pourrait être la clé pour nous dévoiler ce qui se cache derrière le monstre du Loch Ness. Dans l'analyse statistique de Charles Paxton, Chris French a repéré un détail troublant. Tout reposerait sur la psychologie et un monstre venu des États-Unis. En 1978, en Grande-Bretagne, le nombre d'observations d'ovnis rapportées aux autorités a bondi juste après la sortie de Rencontres du troisième type au cinéma. Le même phénomène s'est répété lors de la diffusion de la série X-Files à partir de 1998. On peut faire un parallèle avec le nombre de témoignages sur le monstre du Loch Ness. Quand on regarde ce graphique,
On est frappé par ce pic très marqué au début des années 30. Et 1933 est l'année de la sortie au cinéma de King Kong, qui a eu beaucoup de succès. Il y a même une scène où King Kong se bat avec un dinosaure qui ressemble à un plésiosaure. Et je suis sûr que ça a eu une influence inconsciente sur le grand public. Les gens avaient cette image en tête quand ils ont interprété ce qu'ils ont cru voir dans le lac. George Spicer, le premier à avoir parlé de monstres préhistoriques pour la créature du Loch Ness, l'a comparé aux dinosaures qu'il venait de voir au cinéma. À partir des années 30, les monstres ont été très présents dans la culture populaire et ils ont forcément influencé les témoins. La photo la plus marquante est celle du chirurgien. C'est elle qui a défini l'archétype du monstre du Loch Ness. Le pic du graphique coïncide avec tous ces facteurs. Et logiquement, juste après, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les gens avaient d'autres préoccupations. Et on a beaucoup moins de témoignages. Après-guerre, Nessie est revenu en force. Et dans les années 60, un autre pic a suivi la sortie d'un autre film à succès avec un monstre et la publication d'un livre sur celui du Loch Ness. Il y a eu aussi la création du bureau d'enquête sur le Loch Ness. Tout à coup, le monstre qui rôdait dans le lac a eu une aura de respectabilité scientifique. Tout ça conforte l'idée que Nessie est avant tout le produit de la culture de son temps, plutôt qu'une vraie créature vivant dans le Loch Ness. Pourtant, malgré les explications scientifiques, certains comme Gordon Holmes restent fascinés par l'idée d'un mystère inexpliqué et inexplicable. Est-ce qu'on veut vraiment en avoir le cœur net? Est-ce qu'on a envie de démasquer le monstre du Loch Ness une bonne fois pour toutes et de dire « voilà ce que c'est, voilà ce que ce n'est pas, il existe ou il n'existe pas » Peut-être qu'il vaudrait mieux garder la part de mystère et ne pas toucher à la légende. Les scientifiques sont formels. Statistiquement, il reste encore des créatures marines de grande taille à découvrir. Notre monde rétrécit. Nous pensons le comprendre de mieux en mieux et ça nous plaît de nous dire qu'il existe un animal assez malin pour nous échapper. L'explication psychologique est-elle la clé du mystère? La réponse est-elle dans l'imaginaire collectif et non au fond du Loch Ness? La vérité, c'est que ce mystère en dit plus sur notre imaginaire et sur la nature humaine que sur le monstre du Loch Ness. La phrase fétiche de la série X-Files était « La vérité est ailleurs ». Je crois que la réponse, c'est plutôt qu'elle est là-dedans. Quelle que soit la vérité, pour tous ceux qui croient en lui, le célèbre monstre du Loch Ness vivra encore longtemps.